C'est l'heure du journal sur Camios 24. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition complète de l'information dont voici les principales articulations. La première édition de la Foire nationale de l'emploi des personnes handicapées au Cameroun aura lieu du 28 novembre au 2 décembre 2016 à Yaoundé sous le thème « Agissons ensemble pour l'autonomie de la personne handicapée ». Les détails de la conférence de presse irrelative, c'est à suivre dans cette édition du journal. Et enfin, en Italie, l'Italie pleure ses morts 3 jours après le séisme qui a fait environ 270 morts. Des funérailles ont été organisées dans un gymnase d'Ascoli Piceno. C'est tout pour le sommaire. Une fois de plus, bienvenue à tous. Pour garantir un plan de succès à la prochaine rentrée scolaire et partant de l'année scolaire 2016-2017 en général, la ministre de l'Éducation de base, Youssouf Halim Adidia, appelle à la remobilisation de l'ensemble de ses collaborateurs et fustige l'absentéisme de certains enseignants et le taux de couverture approximatif des programmes dans certaines régions du pays. C'était au cours de la réunion de concertation des responsables des services centraux et déconcentrés du ministère de l'Éducation de base qui s'est achevée vendredi le 26 août 2016 à Yaoundé. Les détails, c'est avec Salomon Foué et Colombé Catal. À l'aune de la nouvelle rentrée scolaire, quelques délégués régionaux de l'éducation de base déclinent l'état des préparatifs dans leurs aires de commandement. Faire le bilan de l'année scolaire 2015-2016 et organiser sans heurts la rentrée du 5 septembre prochain au triple plan pédagogique, financier et administratif, sensibiliser les responsables des services centraux et déconcentrés sur le processus de la réforme circulaire et les manœuvres visant le renforcement de l'encadrement pédagogique des enseignants, faire le point sur la mise en œuvre des outils de collecte des données en vue d'une meilleure couverture statistique de l'année scolaire 2016-2017, élaborer des stratégies pour garantir une rentrée scolaire sans corruption et indiquer des orientations sur la prochaine année scolaire. Ainsi s'est décliné l'agenda des responsables des services centraux et déconcentrés du ministère de l'Éducation de base, dont la réunion de concertation en prélude à la rentrée prochaine s'est achevée vendredi dernier à Yaoundé. Pendant 2 jours, 10 délégués régionaux, 9 directeurs des services centraux et chefs de division, des inspecteurs généraux, des conseillers techniques, des inspecteurs coordonnateurs, des chefs d'établissement et autres cadres du MINEDUB se sont employés pour arrêter de concert tout un train de mesures susceptibles de garantir un plein succès à la nouvelle année scolaire dans cet ordre d'enseignement. Au-delà des aspects pédagogiques, la gouvernance financière avec comme point de voûte la guerre contre les détournements des frais des APEE et ceux relatifs à la constitution des dossiers pour examen officiel, sans oublier la kyrielle de sanctions qui plane désormais au-dessus des enseignants déserteurs et autres chefs d'établissement indélicats. Le MINEDUB entend ouvrir une nouvelle page et tourner le dos à l'inertie. À la suite de ce reportage, mesdames et messieurs, je vous propose à présent d'écouter Yves Pessa, délégué du MINEDUB pour le littoral. Les préparatifs de la rentrée scolaire 2016-2017 ont commencé depuis le mois de mai à la sectorielle de fin d'année que nous avons tenue le 13 mai 2016. Au cours de cette sectorielle, il était question de faire le bilan de l'année et de faire des prospectives afin que la rentrée scolaire 2016-2017 se passe bien, ce qui a été fait dans de bonnes conditions. Ensuite, nous avons tenu le comité régional de l'enseignement privé de base à la date du 12 juillet. Et avec nos partenaires de l'enseignement privé, nous avons ensemble travaillé dans le sens de préparer cette rentrée scolaire. Comme vous le savez bien, c'est l'effervescence habituelle. Nous sommes en train de nous préparer pour la rentrée. Il y a toute une organisation commune en région pour préparer la rentrée. Il s'agit des réunions sectorielles au niveau régional, au niveau des départements, au niveau des arrondissements et des réunions dans les écoles pour mobiliser les parents et les élèves afin que la rentrée soit effective le 1er juin.
Toujours en éducation, la chefferie du quartier Bonapriso, c'est à Douala, a servi de cadre ce samedi à la cérémonie de remise des prix aux élèves et étudiants admis aux examens officiels pour le compte de l'année scolaire écoulée. La cérémonie, qui était à sa 12e édition, était placée sous la coordination de Sa Majesté Pientepe, chef de quartier de cette localité, Lisa Youmsi. Ils sont tous 90 récipiendaires du primaire, du secondaire et universitaire, tous originaires du quartier Bonapriso, à avoir été honorés à l'aune de la nouvelle rentrée scolaire. L'élite et les autres invités de MAC ont exploité près de 2 heures d'horloge pour remettre des lots constitués de cartables, cahiers, stylos et fournitures scolaires diverses aux élèves ainsi qu'aux étudiants les plus méritants du quartier Bonapriso. Et comme innovation majeure pour cette 12e édition, une bourse d'un montant total de 4 millions de francs CFA a été répartie entre tous les admis en fonction des diplômes. Une initiative qui vient à point nommé amortir les dépenses des parents pour la prochaine rentrée scolaire. Je remercie notre chef de nous avoir donné ces lots. Et ces lots va nous encourager de travailler mieux dans le futur. Je suis extrêmement parce que la famille Bonapriso, le chef de Bonapriso fait pour tous les enfants de Bonapriso, car cela va pouvoir nous aider à aider nos parents pour la rentrée scolaire qui commence d'ici peu et j'encourage d'autres qui derrière à continuer les études car cela est toujours bon. Pour Sa Majesté Ntepé, chef du quartier Bonapriso et maître d'œuvre, il a fallu conjuguer beaucoup d'efforts pour en arriver là. C'est la question qui est un peu récurrente à Bonapriso. J'ai dit tout à l'heure que c'est un héritage que nous tenons de nos parents. Donc nous avons des biens immobiliers qui génèrent énormément de ressources. Et ce sont ces ressources que nous utilisons pour récompenser nos enfants les plus méritants. Dans les moyens, je ne peux pas vous dire si c'est 100 000, 200 000 euros. Ce sont des moyens adéquats pour que nous puissions satisfaire nos enfants et pour que nous puissions les encourager. Le chef et ses collaborateurs ont recommandé à tous les bénéficiaires et surtout aux apprenants plus d'applications pour plus de succès à la fin de l'année scolaire 2016-2017. Examen des programmes à Yaoundé pour de grandes réalisations de l'exercice 2019. Le comité interministériel boucle sa 5e session après 16 jours de travaux qui ont abouti à l'adoption de 17 recommandations relatives au management des programmes, à la conduite et à la gouvernance de la réforme des finances publiques. La cérémonie de clôture des travaux a eu lieu au Hilton Hotel et été présidée par le ministre Alamine Ousmane des Finances, Donald Agnozoa et Jean-Pierre Pitongo. Créé en 2011 par le Premier ministre, le CIEP, le Comité interministériel d'examen des programmes, a pour mission de veiller à la cohérence des programmes avec les objectifs de politique publique et d'assurer la conformité des programmes aux principes posés par la loi de 2007 portant un régime financier de l'État. Cette année, en plus des secrétaires généraux des ministères et institutions, les responsables des commissions des finances et du budget du Sénat ainsi que de l'Assemblée nationale ont pris part aux travaux. Du 8 au 25 août 2016, ces responsables se sont attelés à un examen approfondi des différents programmes présentés par les départements ministériels et institutions sur la base du référentiel élaboré, manifestant un intérêt particulier à la mise en œuvre de la réforme du système de gestion des finances publiques. Ainsi, ont-ils atteint l'objectif d'enrichissement et d'amélioration de la qualité des projets de performance des administrations, ce qui leur a valu des félicitations du ministre des Finances. Après la lecture des 17 recommandations par le directeur du budget, Alamine Ousmane a invité les uns et les autres à une appropriation totale et une mise en œuvre de nature à produire les résultats escomptés, leur demandant d'avoir déjà à l'esprit les enjeux et les priorités qui vont jalonner la mise en œuvre du plan d'action du triennat 2016-2018. Le rôle fondamental est dédié au comité interministériel d'examen des programmes qui s'assure de la cohérence des programmes, qui s'assure bien entendu de la pertinence des objectifs, de la pertinence des instruments d'évaluation, des critères, pour assurer en fin de compte une bonne évaluation du résultat obtenu tel que souhaité par les populations qui attendent un changement majeur dans leur vie quotidienne.
Tout en ouvrant une réflexion perspective, le ministre des Finances a retenu 4 enseignements de ses assises. Alamine Ousmane May a fait le constat de la maturité du CIEP et de l'amélioration continue dans la qualité des documents présentés. Aussi a-t-il apprécié l'apport déterminant du CIEP dans la mise en cohérence de l'action interministérielle et la dynamique de ce comité qu'il considère comme un exemple particulier de dialogue de gestion. À la fin, cap a été mis sur le CIEP 2017. La première édition de la Foire nationale de l'emploi des personnes handicapées au Cameroun aura lieu du 28 novembre au 2 décembre 2016 à Yaoundé sous le thème « Agissons ensemble pour l'autonomie de la personne handicapée ». Elle sera bien sûr en prélude à la célébration de la Journée mondiale de la personne handicapée qui se tient le 3 décembre de tous les ans. L'annonce est de la plateforme Society for Persons with Disability qui a donné une conférence de presse à Douala dont voici le compte rendu. La Journée mondiale de la personne handicapée aura lieu le 3 décembre prochain. La conférence de presse donnée à Douala en prélude à celle-ci par la plateforme Society for Persons with Disability avait pour but d'informer la presse sur les objectifs de la première édition de la Foire nationale de l'emploi pour les personnes handicapées organisée à cette occasion. L'objectif de la première Foire nationale de l'emploi des personnes handicapées prévue pour du 28 novembre au 2 décembre 2016 à Yaoundé, en prélude à la Journée internationale des personnes handicapées qui se célèbre chaque 3 décembre, vise à présenter aux yeux du grand public les talents des personnes handicapées. Ce que les personnes handicapées qui ont fréquenté et celles qui n'ont pas fréquenté sont capables de faire. En effet, le Cameroun ne fait pas encore partie des pays prenant à cœur l'insertion politique et professionnelle des handicapés, qui constituent près de 15% de la population mondiale et doivent jouir des mêmes droits que les personnes valides, d'après la Constitution du Cameroun du 18 janvier 1996. D'où l'implication de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés. La Commission gagne à travailler avec les organisations responsables comme la plateforme qui regroupe un peu plus de 86 organisations de personnes handicapées à travers le territoire national et organiser la foire avec la Commission démontre que la Commission connaît son travail et à travers cette foire, la Commission assure le plaidoyer pour l'exercice effectif du droit au travail pour les personnes handicapées. Pour les hommes de médias, la foire de l'emploi ne suffirait pas pour solutionner les problèmes des handicapés. Il est plus question pour le public et le gouvernement en particulier de prendre en compte les facteurs favorables à leur épanouissement. Quant à la Foire nationale de l'emploi des personnes handicapées qui aura lieu à Yaoundé, la plateforme Inclusion Society for Persons with Disability appelle à la mobilisation de toutes les organisations patronales pour le succès de cet événement, dont le slogan est « Agissons ensemble pour l'autonomie de la personne handicapée ». En religion Hajj 2016, les premiers pèlerins camerounais mettent le cap sur l'Arabie Saoudite. Au nombre de 300, ils ont pris le vol de l'aéroport international de Garoua pour la Mecque. Et c'était sous la supervision du gouverneur Jean Abaté Eidi. Ghislain Kongan. Ils sont 300 fidèles musulmans à avoir pris le vol mercredi dernier à l'aéroport international de Garoua dans la région du Nord en direction de l'Arabie Saoudite pour sacrifier au pèlerinage. Avant l'embarquement, le gouverneur de la région du Nord a exprimé ses encouragements à ces pèlerins qui, au prix de beaucoup d'efforts et même de sacrifices, vont remplir là un devoir important dans le sens de l'approfondissement de leur foi. Jean Abaté Eidi a rassuré les participants sur les dispositions prises pour que l'ensemble des pèlerins et la rotation de Garoua puissent se dérouler dans des conditions les plus idoines possibles. Quant aux pèlerins, ils ont été appelés à respecter les consignes des encadreurs, à se conformer aux itinéraires et aux horaires de sortie qui seront donnés par les autorités saoudiennes. Ce sont au total 2400 pèlerins des régions du Nord, de l'extrême Nord et de l'Adamaoua qui vont se rendre dans les lieux saints de l'islam en Arabie Saoudite à partir de l'aéroport international de Garoua.
Pour cette année 2016, le coût du pèlerinage est de 2 millions de francs CFA, soit 94 000 francs CFA, de moins que l'édition précédente. Et la Commission nationale du Hajj de préciser que les rotations qui se font quotidiennement à partir de vols spéciaux vont se poursuivre jusqu'au 30 août 2016. Les départs ayant exclusivement lieu à partir des aéroports de Douala et de Garoua. Au sujet des mémorables bousculades survenues à l'édition 2015, au cours de laquelle plus de 50 Camerounais avaient perdu la vie, il est rassurant de relever que cette tragédie ne semble pas avoir entamé la foi des croyants, qui assurent avoir pour la circonstance une pensée forte pour les disparus. S'agissant du volet sécuritaire, les autorités saoudiennes ont instauré cette année le port obligatoire des bracelets électroniques par les pèlerins. Ce bracelet va contenir des informations personnelles et médicales, toute chose qui va permettre aux autorités saoudiennes d'identifier et de soigner plus rapidement d'éventuelles victimes. À l'étranger à présent, vive tension au Zimbabwe entre les opposants et le gouvernement. Une nouvelle manifestation a eu lieu à Harare, la capitale, ce vendredi pour réclamer une réforme électorale. Une manifestation qui a causé de nombreux dégâts et affrontements entre la police qui a dispersé les manifestants en utilisant du gaz lacrymogène et des canons à eau. Reportage. Au Zimbabwe, l'opposition ne désarme pas. Elle a tenté une nouvelle fois vendredi de manifester à Harare, mais la police l'en a empêché. Canons à eau et gaz lacrymogène, les manifestants réclament une réforme électorale. On ne sait pas quand cela va évoluer et vers quoi, dit Morgan Tsvangirai, l'un des leaders de l'opposition. Mais ce que je peux vous assurer, c'est que la colère du peuple est très profonde, son désespoir aussi. Et à mon avis, cela ne va pas s'arrêter. Depuis plusieurs semaines, le Zimbabwe connaît un mouvement de contestation anti-Mugabe. Le président, 92 ans et au pouvoir depuis 1980, est candidat à sa propre succession. Les manifestants réclament son départ. Ils l'accusent notamment d'être à l'origine de la faillite économique du pays. Pour l'heure, le gouvernement ne montre pas de signe de faiblesse. Journée de deuil national en Italie, des funérailles ont eu lieu dans un gymnase d'Ascoli Piceno. 3 jours après le séisme, les proches sont venus se recueillir devant une trentaine de cercueils des victimes d'Acquata del Toronto, l'une des régions les plus touchées par le séisme. Journée de deuil national en Italie. Des funérailles sont organisées dans un gymnase d'Ascoli Piceno. Les proches sont venus se recueillir devant une trentaine de cercueils. Les victimes d'Acquata del Toronto, l'une des régions les plus touchées par le séisme. Le Premier ministre Matteo Renzi est venu leur rendre un dernier hommage. Le président de la République, Sergio Mattarella, s'est rendu à Amatrice, dévasté par le tremblement de terre. Il s'est entretenu avec les secouristes œuvrant dans la zone rouge, où il ne reste que des tas de gravats. Les secouristes ont commencé à déblayer les décombres avec des pelleteuses, signe que l'espoir de retrouver des survivants s'amenuise. De jour comme de nuit, les efforts se poursuivent sans relâche, mais les recherches sont aussi compliquées par les multiples répliques. Selon un dernier bilan de la protection civile, le nombre de décès s'élève désormais à 284. Aucun survivant n'a été retrouvé depuis jeudi. En sport, à présent, la cérémonie de tirage au sort de la CAN de football dames se tiendra le 18 septembre prochain dans la capitale camerounaise Yaoundé. Cette compétition qui se disputera le 19 novembre, du 19 novembre au 3 décembre à Yaoundé, et Limbé mettra aux prises des sélections du Cameroun, d'Afrique du Sud, d'Égypte, du Ghana, du Mali, du Kenya, du Nigeria et du Zimbabwe. Il convient bien sûr de rappeler que le Mali a été repêché par la CAF aux dépens de la Guinée équatoriale, disqualifiée pour le Cameroun 2016, 2018 et 2020 pour avoir aligné la joueuse Camilla Oliveira sous le coup d'une suspension de la Confédération internationale de football association pour avoir utilisé des passeports différents avec des dates de naissance différentes lors des éliminatoires des Jeux olympiques
Nous y reviendrons sans doute dans nos prochaines éditions. Parlons encore sport à présent. Tombée de rideau ce samedi sur la 9e édition du tournoi de la paix organisé par la mairie d'arrondissement de Douala 2e, placé sous le haut patronage de Jean-Stéphane Batia, secrétaire exécutif des Synergies africaines, qui a présidé les finales aux côtés de Madame le maire Denise Fampou. La compétition de cette année a vu la participation de plusieurs équipes représentantes des chefferies qui constituent l'arrondissement de la localité de Douala 2e. Michel Ateba et Benoît Dormont. Pour cette 9e édition, le parrain et l'initiatrice du tournoi ne cachent pas leur satisfaction. Je suis comblé parce que la notion de paix a aujourd'hui s'est incrustée dans l'esprit des uns et des autres. Et vous avez vu par les différentes fêtes auxquelles nous avons eu droit que la paix est une donnée importante pour nous. On ne pourra pas faire de développement sans la paix. Et les jeunes sont les premiers concernés. Vous avez vu les matchs qui viennent de livrer et qui prouvent à suffire que les jeunes de Douala 2e sont épris de paix. Pendant presque un mois, le stade Fampou d'Agobert, dans l'arrondissement de Douala 2e, a été le centre de plusieurs rencontres de football. Les 33 chefferies que compte cette localité étaient représentées, chacune via une équipe masculine ou féminine. La phase du championnat et éliminatoire a donc donné voix aux finales féminines et masculines qui se sont disputées ce jour devant un riche parterre d'invités constitué d'hommes politiques, autorités administratives et sportives. L'objectif de ce saut final était ici de récompenser tous ces quartiers qui ont animé le mouvement sportif pendant cette période vacancière. Les vainqueurs et les vaincus sont tous repartis, avec chacun un présent et des trophées offerts par Synergies africaines en synergie avec la mairie de Douala 2e. Créé en 2008 au lendemain des émeutes de la faim, le tournoi de la paix est, selon ses initiateurs, une réponse aux doléances formulées par la jeunesse camerounaise et celle de Douala 2e en particulier. Ce tournoi les met à l'abri de l'oisiveté, de la délinquance juvénile, du VIH-Sida et bien d'autres maux pendant cette période vacancière. C'est sur ce reportage de Michel Ateba que nous mettons fin à cette édition du journal. Merci d'avoir été des nôtres. Restez en compagnie de nos programmes. Au revoir.